Eh bien ça y est, enfin on va passer aux manip au labo. Là on va faire deux choses. On va vérifier si ce que nous avons étudié auparavant est vrai, c'est-à-dire les réseaux de caractéristiques. Donc on retracera un réseau de caractéristiques, on essaiera d'en extraire la résistance dynamique au moyen d'une mesure. Nous ferons également un tracé sur la droite de charge, on vérifiera ce qu'on a évoqué sur la droite de charge pour voir si on retombe sur nos pieds. Et enfin, on évoquera l'utilisation du tube, c'est-à-dire ce pourquoi il a été au départ créé, c'est-à-dire faire du redressement. Donc on transformera du courant alternatif en courant continu au moyen d'une diode à vide. Donc on se retrouve tout de suite, cette fois en manip et au labo. Allez, à tout de suite. Et au labo, on va essayer maintenant de qualifier par la mesure ce qu'on a vu au tableau, sur PowerPoint et autres. Alors il y a plusieurs choses là-dessus. J'ai créé une petite boîte là comme ça qui me permet de tester les tubes sur lesquels d'un côté je peux mettre l'alimentation, de l'autre côté le chauffage du tube. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il porte à l'arrière des borniers à vis qui permet de réaliser les montages. On verra surtout quand on fera les montages en tension. Ça permet de faire des montages d'expérimentation, sachant que les plaques à trous sont pas tellement adaptées au tube. Bon, j'ai également, si on le voit ici sur la caméra, une diode LED qui me permet de décharger éventuellement quand on est sur des alimes les condensateurs haute tension une fois qu'on interrompt le système. Puis j'ai mis deux petits BNC ici si on veut sortir des signaux au scope, ce qui nous permet de faire le câblage ici, éventuellement de sortir les mesures là, voire de travailler de ce côté, ou sinon de retourner le circuit comme ça, auquel cas évidemment on n'a plus rien qui menace de nous électrocuter, sachant que idéalement quand vous travaillez sur des tubes, je ne saurais vous inviter à le faire, utilisez comme je le fais moi des isolants. Alors les meilleurs isolants bien sûr sont des plaques en verre comme ça, parce que le verre est un excellent isolant. Donc en fait quand on est en train de bricoler, on peut mettre ça comme ça. En principe ça évite de, même si on a un fil ou quelque chose qui bouge, on ne peut pas normalement prendre une châtaigne par le banc de travail, ou s'il y a des trucs qui traînent, etc. La première manipulation, la première série de mesures que l'on va faire, c'est-à-dire on va relever ici la caractéristique. C'est-à-dire la fameuse caractéristique de la diode. Alors comment allons-nous faire? On va faire ça de la façon suivante. Voici le montage que nous allons réaliser. On va utiliser une alimentation variable de 0 à 40 volts et on verra qu'on n'ira pas jusqu'à 40 volts. En série avec la diode, on va mettre un milliampère-mètre, un voltmètre en parallèle de la diode, et on va mesurer la tension aux bornes de la diode et le courant aux bornes de la diode. Résultat, on pourra tracer une courbe comme ça. On va faire ça avec des pas 0, 5, 10, 15, 20, 25. On ne va pas relever tous les volts. Et ça, on devrait pouvoir être capable, en principe, de vérifier l'équation I anode égale K V anode à la puissance 3,5. Donc on va vérifier cette caractéristique là. Bon, j'ai pas réussi évidemment, comme je l'avais dit, à aller mettre le tube en saturation. Bon, pas gênant. Ça, de toute façon, on n'a pas de raison d'aller travailler là-dedans. Alors, bon, donc maintenant on va tracer la courbe de réponse de la diode. Alors pour ce faire, on va venir raccorder sur le petit équipement qui est ici l'alimentation directement sur le tube, et grâce à l'alimentation on va augmenter la tension aux bornes de la diode, je vous le mets ici en vidéo, et on va mesurer le courant, ce qui va nous donner la courbe de réponse que l'on avait. Ensuite on fera le tracé de la droite de charge. Alors pour cela on va faire varier ici la tension d'alimentation en partant de 0. Est à 0 volts, là on va la mettre à 0 volts et on va relever un certain nombre de valeurs. Alors les valeurs, les voilà. On va pas relever 50 valeurs, parce qu'après on risque d'abîmer le tube. Mais on va relever 0, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 volts. Et puis on va déjà envoyer
la tension sur le tube. Alors, donc maintenant, revenons sur notre petite manipulation que nous avons ici. Bon, on est à 0. Donc on va lui appliquer tout de suite 5 volts. Alors, je vais monter ici progressivement la tension à 5 volts et on voit le courant augmenter. Là. Voilà. 5 volts, on a 9,3 milliampères. Donc je vais écrire 9,3 milliampères. Donc ce que je vais faire, j'ai passé en time-lapse là parce qu'on va pas faire la manip sinon on en a pour 2 heures. Et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, on a tracé la courbe, je viens de tracer la courbe à la main. Hein. Alors on ne pourrait plus le prendre au traceur, je vais vous montrer d'ailleurs au traceur la validité du truc. Ça on va le rentrer dans Excel, on va regarder la gueule que ça a et on va le comparer avec la courbe de la diode qui est indiquée chez le constructeur. C'est-à-dire qu'on va rentrer ces valeurs là dans Excel, on va tracer une courbe sur Excel. Généralement je fais ça quand je trace des composants. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va faire une manip parce que j'ai les moyens de le faire, qui consiste à vous montrer directement la réponse de la diode directement à l'oscilloscope. Alors on a aussi une possibilité qui consiste avec un oscilloscope analogique. Alors c'est pas tous les oscilloscopes qui disposent de cette fonctionnalité, il faut le savoir. Mais bon, celui-là il dispose d'un testeur de composants. C'est-à-dire que on a la possibilité ici de venir raccorder directement. Alors si j'essaye de montrer la manip, voilà, ici on a les deux fils qui sont branchés en parallèle sur la diode qui elle est chauffée. Si je retourne là par exemple, je vais vous montrer, on est chauffé, bon, on est bien chauffé en 6 volts 3 avec 63 ml de consommation. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ce cordon ici sur l'oscilloscope. Hein, d'accord, alors je sais pas si on voit forcément, voilà, on voit les deux fils. Si je branche ça, je vais sortir, et là voilà, on sort la caractéristique de la diode. C'est-à-dire qu'on voit bien que la diode s'incurve comme ça, avec une certaine pente. Ça, c'est le Zen80. Alors ce qu'on pourrait... alors je ne vais pas vous faire un descriptif du testeur de composants, hein, c'est quelque chose d'assez simple, c'est pas un équipement de mesure, c'est quelque chose qui permet de relever vaguement la courbe de mesure. La deuxième manipulation que nous allons faire est la suivante. Là, on ne va pas vérifier la caractéristique de la diode, on va essayer de regarder le sujet de la loi de Richardson. Ça, c'est plus compliqué à faire. D'abord, la formule est plus complexe, c'est pas évident à mettre, parce qu'il faudrait recorréler les notions de courant, c'est très compliqué. Cela dit, on va quand même faire une expérience. Là, on va fixer ici la tension d'anode. On va la mettre à un potentiel fixe, qu'importe. On va mesurer le courant d'anode. Par contre, ce que l'on va faire varier, c'est la tension du filament. Alors en principe, la tension ici, on doit chauffer en 6,3 volts. Alors, on ne va pas surchauffer le tube au risque de le griller, mais en revanche, on va sous-chauffer le tube, là, dans la manip que nous allons faire tout de suite. Et on va regarder s'il y a une variation du courant. Pour être plus clair, on va regarder si, en faisant si I anode diminue quand le courant ou la tension, peu importe, V filament, V heater diminue. Et regardez dans quelle proportion. On ne va pas retracer toute la caractéristique. Ça, c'est pour mettre en évidence l'influence de la tension de chauffage sur le courant. Cette grosse alimentation que j'ai ici, c'est avec ça qu'on va alimenter le tube. Alors, on va faire une première manip qui va consister à mettre le tube, je vais vous l'envoyer en vidéo, enfin, je vais vous envoyer l'image.
Là, on voit sur le schéma qu'on a la triode, pardon, on a la diode qui est en parallèle sur l'alimentation à MEG. On va faire varier ici la température, c'est-à-dire la tension du filament. Et on va relever sur une feuille, sur un bout de papier, les valeurs et on va voir si ça a une influence ou non sur le coup. On va simplement baisser plutôt la tension d'alimentation pour voir si en baissant la tension d'alimentation, eh bien, on a une influence sur le courant. Donc on fait ce montage-là tout de suite. Donc voilà, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était de dire si nous augmentons la tension aux bornes du filament, nous en augmentons la chaleur. Faisant changer la chaleur, on touche à l'émission thermo-ionique. Et en conséquence de quoi, ça affecte le courant à l'intérieur du tube. Alors il y a deux façons de faire la manip. La première manip, c'est évidemment d'augmenter le courant à l'intérieur du filament, la tension à l'intérieur du filament. La deuxième, c'est plutôt de baisser la tension de filament pour regarder ce qui va se passer à l'intérieur de la diode. Alors là, ce que l'on a ici, c'est que l'on voit qu'on alimente le filament à disons 3 volts. Évidemment, on consomme moins, on consomme 400 mA. Et si j'allume le milliampère-mètre qui est en série, on voit qu'on consomme à peu près 2 mA. 2 mA avec un chauffage à 3 volts. 3 volts. Si je chauffe, si j'augmente la température et que je la ramène à la valeur nominale, vous voyez, on va passer ça à 6 volts. 3 exactement. Ben là déjà on voit qu'on consomme 65 mA, ce qui est à peu près, à quelques détails près, on va dire, la consommation qui est préconisée dans la documentation, qui est indiquée dans la documentation. Par contre, le courant, il est passé de 2 mA à 49 mA. On va s'arrêter là pour l'affirmer. La loi de Richardson qui dit plus c'est chaud, plus on a de charge. Ça, on le voit très nettement ici, 50 mA, on tire pour une tension de 17 volts à l'alimentation. Alors, une autre façon d'observer l'influence de la chaleur sur l'émission thermo-ionique, on va le faire comme ça directement. Donc là, si on regarde bien, on est branché comme tout à l'heure, hein, sur la diode en parallèle et sur le traceur de courbe. Donc le traceur de courbe est plat comme son nom l'indique, puisque on n'en voit pas. On va allumer l'alimentation qui est ici et on va faire monter la tension. Alors on va voir le courant ici qui va augmenter progressivement. Et normalement, on devrait voir la courbe s'incurver au fur et à mesure que voilà, la diode commence à émettre des électrons. Donc si maintenant on coupe ici, comme il y a une certaine inertie thermique sur le filament, si j'éteins l'alimentation, qu'est-ce qui va se passer? Mais on va voir la courbe progressivement s'incurver jusqu'au moment donné où on n'aura plus d'électrons. Ce qu'on va commencer à voir, voilà, là on a baisse de l'émission électronique. Et évidemment, à un moment donné, le tube va être inopérant. Alors ça, c'est la démonstration absolue que le chauffage du tube influence la courbe de réponse. Un mauvais chauffage influence la courbe de réponse. Alors sur les diodes, c'est bon, c'est grave, parce qu'on peut bousiller quand même la diode. Par contre, sur les triodes, ça a un effet, sous-chauffer les triodes, ça va changer profondément la courbe de réponse. Et quand on abordera le sujet de l'amplification, on verra qu'on a de la distorsion. Ça, c'est la troisième manip que l'on va faire. Alors cette troisième manip, en fait, qu'est-ce qu'on va essayer de déterminer ici? On va essayer de déterminer la droite de charge. On va travailler sur la droite de charge et on va calculer donc à partir du tracé de la droite de charge, là de manière expérimentale. D'abord on va la tracer à partir du réseau de caractéristiques et on va essayer de trouver V aux bornes de la diode et I anode. On va chercher VD et IA en fixant la tension ici à 20 volts avec une résistance de 330 ohms. Ça, c'est la manip que l'on va faire tout de suite. Donc l'idée maintenant, c'est de venir déterminer la droite de charge. Alors ce qu'on a vu, c'est que j'ai une petite résistance, moi, de 330 ohms. Je vais déjà essayer de passer plutôt avec un petit crayon quand même. On a une petite résistance de 330 ohms, en fait, ici. Parce que c'est ce que j'avais dans mon stock. Bon, finalement, en vérifiant la caractéristique, il vaut mieux travailler à 20 volts.
Donc ce qu'on va essayer de déterminer, c'est le courant d'anode d'un côté et la tension d'anode. Alors pour ça, on va dire IA égale VA égale, et accessoirement, on va essayer de regarder ce qu'on a sur la VR de 330 ohms. Donc on va y aller directement sur la caractéristique. Alors l'idée c'est d'acquérir la caractéristique, enfin de copier la caractéristique. Moi je le fais plutôt à la main, mais là étant donné qu'on est en train d'enregistrer, c'est mieux de le faire sur ordinateur. Donc qu'est-ce qu'on sait? On va prendre une calculatrice là, on va faire 20 volts divisé par 330 ohms égale 60 milli. Bon, c'est à peu près bon ça. Donc on va venir prendre, on va tracer un trait propre entre ça et 60 mA. D'accord. Et on voit que la courbe ici, si on l'agrandit, elle croise la courbe de la diode ici. Donc on va mettre deux marqueurs. D'accord. Un marqueur ici qui correspondait à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire tension maximum et pas de courant, circuit ouvert, et là circuit fermé. Ça nous avait donné le truc qui était là-haut. Donc à l'endroit où on a croisé la courbe, on constate quoi? Bon là on est plutôt... est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Donc là on dit qu'on serait plutôt aux alentours de 12 volts. C'est difficile à apprécier hein, parce que 10, 11, 12, ouais 11... c'est pour ça que c'est pas terrible. Enfin on va dire 12 volts. Et là on va dire 22, 24, 26 milli. 12 volts, 26 milli. Donc on peut reporter maintenant ici que V anode est égal à 12 volts. À peu près. Et I anode est égal à 26 milliampères. Bon, naturellement, on peut, comme c'est un résidu de tension, mais il suffit qu'on fasse VR égale 20 volts moins 12 volts égale 8 volts. Bon, naturellement, si on fait 330 ohms que multiplie 26 milliampères, en principe, si la courbe est juste, on fait 330 multiplié par 0,026, on voit qu'on tombe à 8,58. Bon. Alors, la raison pour laquelle on a un écart, c'est qu'on a du mal à estimer en fait la tension d'anode ici. Parce que c'est difficile de l'approximer correctement, du moins avec la courbe que l'on a. Donc on va passer au labo, on va faire la manip, on va voir ce que ça donne. Et normalement, je pense quand même qu'on devrait retomber sur les caractéristiques de la diode, puisqu'on a vérifié tout à l'heure que les caractéristiques tracées de la diode égalaient celles... Voilà, là on vient de monter la manip de la courbe avec l'alimentation stabilisée qui est ici, hein, d'accord. Donc la lime qui est là, on voit qu'elle sera à peu près 20 volts. Si on se fie aux indicateurs de l'alimentation, faut pas toujours faire ça parce que c'est pas des équipements de précision, hein, mais bon. Bon, maintenant si je mesure le courant, on voit que je sors à peu près 28 mA. Nous, on avait trouvé graphiquement 26 mA. Donc à 2 mA près, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors maintenant, on va faire un moment de vérité. On va aller mesurer ça directement sur la diode. Si je me mets entre ici et là. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 11 volts 20. 11 volts 20 au lieu de 12 volts. C'est-à-dire que si on revient sur la méthode graphique que l'on avait ici, au tableau, ben on voit bien qu'on avait sorti par la caractéristique qui est là en fait. Bon, on sait, voilà, 11 volts 20, 12 volts, c'est pas évident. Hein. Et ici sur le tableau qui est là, on voyait qu'on avait trouvé une valeur de 26 milli 12 volts. On arrive à 11 volts 20. Alors, la raison pour laquelle on ne retombe pas pile sur les valeurs, il y en a deux. La première, c'est que la caractéristique qui est donnée dans une documentation constructeur, c'est une caractéristique moyenne et il y a une forte dispersion entre les tubes. Et la deuxième, c'est que c'est quand même, enfin si on regarde là, c'est quand même un peu merdique parce que quand on agrandit la caractéristique, on a du mal à tirer les traits correctement droits, croiser la courbe, on sait peut-être d'ailleurs un peu, c'est pas évident, donc on peut avoir une dispersion. C'est pas gênant. Là, typiquement, si on avait trouvé ici, par exemple, je sais pas moi, 30 ou 35 ou 40 milli, on pouvait dire qu'il y avait un problème. Bon, on n'avait pas grand risque parce que quand on avait vérifié préalablement la caractéristique de la diode, on savait que la caractéristique de la diode correspondait à peu près à la courbe constructeur. Dernière série de mesures,
c'est le redressement. On va partir sur la base de ce circuit qui est dessiné ici. Je vous le repasserai correctement sous la forme d'un transparent plus propre que le dessin que j'ai pu faire ici. Alors, là, on est dans le cas d'usage de la diode. Alors, on va pas utiliser, on va pas faire cette expérience avec de la haute tension. Ce tube-là, en principe, qui est ici, c'est le tube que je vous ai présenté, qui est donc une EZ80. C'est un tube qui est prévu pour redresser du 300 volts. 300, 350 volts, qu'importe. Nous, on va faire la manip sur un transfo à point milieu 2 x 12 volts. Alors, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que je veux faire travailler le tube de préférence dans sa partie la moins linéaire, ici, pour qu'on mette en évidence le sujet de la résistance dynamique que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc, on ne va pas utiliser des hautes tensions, parce que finalement, ce ne serait pas significatif, aussi significatif. Ça, c'est une première raison à caractère didactique. La deuxième raison pour laquelle je veux utiliser du 2 x 12 volts, c'est une question de sécurité. Je vous ai passé un message sur la sécurité. Le problème, c'est que moi, quand je travaille tout seul dans le labo, si je filme, je commande, je manip, et que j'ai du 300 volts sur le transfo, et que je mets un doigt ici, par exemple, vous voyez, malencontreusement, si on redresse du 300 volts ou du 280 volts, on va plutôt se retrouver avec quelque chose comme 400 volts continu ici. Donc ça, c'est la châtaigne assurée, et normalement, mon compte est bon. Bon, ça c'est pour expliquer pourquoi, pour certains d'entre vous, si vous étonnez pourquoi je travaille en 2 x 12 volts, c'est parce que pour l'exposer, il n'est pas nécessaire de mettre des tensions, et au contraire, ça nous intéresse. Alors le montage qui est ici, on va, ça correspond très précisément, si vous avez l'habitude des semi-conducteurs, ce tube qui est là, puisque c'est un tube double en fait, si je le dessine correctement, avec son format à semi-conducteur, ça correspondrait à deux diodes, comme ça. C'est-à-dire que c'est un redressement double alternance. C'est un redressement double alternance. Ça. À savoir, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, on a deux signaux. Alors on fait juste une petite digression là-dessus parce que on va consacrer plus de temps que ça au redressement quand on attaquera la fabrication du régulateur à tube. Mais globalement, ici, on a deux signaux. Un signal qui est comme ça, un signal alternatif qui est comme ça, et par rapport à la masse, on a un signal qui est comme ça. On a deux signaux en opposition de phase, déphasés de 180 degrés. Donc ici, ce que l'on va retrouver, c'est deux doubles alternances comme ça, deux alternances ici. Si je le mets ici pour mieux le dessiner, d'un côté, on a un signal alternatif qui fait ça, de l'autre côté, on a un signal qui fait ça. Ici, on a une diode. Cette diode vient prendre l'alternance qui est ici, et la diode d'en dessous, pareil. D'accord? Donc en fait, on va retrouver ici un signal qui fait ça. Le fait qu'on mette un condensateur ici, mais on va retrouver un signal qui vient récupérer comme ça. Voilà, disons comme ça. On va se retrouver avec un signal comme ça. Avec une ondulation. Alors pour ce faire, on va utiliser l'oscilloscope analogique ou numérique. Peut-être je vais travailler au numérique parce qu'avec le problème de la vidéo, j'ai problème de synchro sur du 100 Hz. Donc on va pas y voir grand chose à mon avis sur l'analyseur, sur le scope analogique. Donc exceptionnellement, on va prendre un petit scope numérique. Ce sera plus facile pour sortir les signaux. On va avoir, en mettant une sonde de scope sur le condensateur ici, et en série une résistance, on va mesurer d'un côté la tension, c'est-à-dire le U ici, et on va déduire le courant dans le condensateur. Ça, c'est la première manip qu'on va faire. La deuxième manip, je vous la mets au tableau. On va faire la même chose, sauf qu'ici, on va venir charger le montage avec une résistance de 330 ohms. Voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est la manip. Je vous envoie au tableau les deux schémas de ce qu'on va faire et
on verra si on fera également une comparaison entre un redressement à diode à silicone, enfin à diode au silicium, pardon, et un redressement avec le tube. Donc moi je vous envoie tout le paquet cadeau là, c'est-à-dire premièrement la première manip, ça va mettre en évidence les sujets de résistance dynamique. Bon, sachant qu'on passera du temps, on va passer du temps théorique sur le redressement la prochaine fois. Alors les deux courbes que vous voyez à l'écran, ici en live, sont en fait, la bleue se trouve être la courbe de tension, et la rouge, si on voit la sonde de scope ici, elle est branchée sur la petite résistance qui mesure le courant. Alors, essentiellement, ce qu'on peut regarder là-dessus, c'est quand on a un redressement avec une diode, l'ondulation que vous pouvez voir ici, cette ondulation qui est ici, est relativement finalement arrondie entre la charge et la décharge du condensateur. Ça, c'est principalement lié, entre autres, à la caractéristique de la diode. Et je vais vous montrer après, quand on va basculer sur les deux diodes à semi-conducteurs qui sont montées ici. Vous ne voyez pas forcément bien au scope. Ici, j'ai deux grosses diodes à semi-conducteurs. Et on va faire un essai, on va voir les différences en fait qui sont directement liées aux résistances dynamiques. Alors si on mesure la tension en sortie du système ici, avec la diode à vide, on se constate qu'on a une tension de 6 volts. D'accord? Alors je vais mettre le contrôleur peut-être ici. Si je viens appliquer le contrôleur ici, alors je ne sais pas s'il y a la caméra, on voit correctement la tension, là on va la voir mieux. Si je mesure la tension ici, je vois que j'ai à peu près 6 volts sur la charge. Alors maintenant on va faire une manip, on peut la faire en live, c'est un des avantages de travailler en basse tension, puisqu'on a ici un petit transfo voilà, qui est là, et qui nous délivre les tensions nécessaires pour nos bricolages. Alors maintenant on va débrancher les deux diodes, les deux sorties du transfo qui sont ici, et on va les brancher directement sur deux diodes à semi-conducteurs, et on va observer ce qui se passe au niveau du comportement de la tension, mais aussi du courant à l'intérieur des condensateurs. Je vais faire ça ensemble. Et là évidemment on voit tout de suite les courbes sortir au scope, au point qu'on est obligé d'en diminuer d'en changer les calibres, ce que je vais refaire immédiatement. Voilà. Et là on a un problème, enfin un problème si j'ose dire. Je vais essayer de caler la deuxième trace rouge. Voilà, là en fait cette courbe que vous voyez ici, c'est le redressement qui est fait à partir d'une diode à semi-conducteur, dont la résistance interne, dont la résistance dynamique est effectivement beaucoup plus faible. C'est-à-dire c'est les deux diodes qui sont là. Si maintenant on les regarde au scope, là, ici par exemple, et vous voyez sur le scope à quel point les deux courbes, je vais essayer de balader la souris dessus, si l'enregistrement fonctionne, voilà, dans lequel on voit nettement effectivement qu'on a cette ondulation qui est comme ça, alors que tout à l'heure on avait quelque chose de parfaitement arrondi, et on a un appel de courant très important. Vous voyez, je vais essayer de voir si je peux pas caler ça un peu mieux. Voilà, et on voit qu'on a un appel très très important de courant sur le condensateur avec une diode à semi-conducteur liée précisément à sa résistance dynamique très faible. Mieux encore, si on vient mesurer maintenant, et je vais le faire immédiatement, je vais prendre le contrôleur qui est ici, on va positionner cette sonde ici sur la tension, et voici la tension qu'on obtient avec une diode à semi-conducteur, 13 volts 6. Alors on va pas refaire les courbes de calcul de la droite de charge, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette diode ici A vide, qui a une résistance interne de 300 ohms, il faudrait qu'on fasse le calcul graphiquement. Bien, finalement, quand on la charge sur 300 ohms, il est tout à fait naturel qu'on obtienne à peu près exactement la moitié de la tension d'alimentation. Alors, conclusion, c'est quoi ça? Bon, là, on est dans un cas d'usage, évidemment, où j'ai volontairement fait travailler la diode ici, cette diode à vide, dans la partie la moins linéaire de sa caractéristique. Mais néanmoins, elle a quand même une très forte résistance interne. Et si vous regardez ce que détecte, enfin, le comportement que l'on voit ici au scope
avec une diode à semi-conducteur, et bien évidemment, il n'y a pas photo. On peut constater quand même que la diode à semi-conducteur est pour le coup infiniment plus performante. C'est vrai, on obtient une meilleure tension. Par contre, il y a un point dans lequel on ne va pas rentrer tout de suite là. Mais si vous observez ces pics de courant comme ça ici, ce que vous voyez, c'est que évidemment l'ondulation est beaucoup plus arrondie et les appels de courant sont évidemment plus faibles. Enfin, pas plus faibles. On peut dire qu'ils sont avec des transitoires plus faibles. Alors ça a une conséquence quand même. C'est bien un des seuls avantages de la diode à vide versus la diode à semi-conducteur. Certes, on ne peut pas la charger avec un très fort condensateur. Là, j'ai mis un petit condensateur de 68 micros, enfin, juste pour faire l'expérience. Mais on peut constater que un filtre constant, c'est-à-dire avec un condensateur de 60 micros, 68 micros pour les deux, on a des temps de montée beaucoup plus faibles du fait que la diode amortit, puisqu'on a un taux IRC. Et ça a un avantage quand même, c'est que d'un point de vue spectral, quand même, on peut dire que si on n'a pas à réguler des forts courants, on verra ça au point de vue de l'audio, la diode à vide a quand même tendance à présenter des avantages d'un point de vue spectral. Ça, on l'évoquera quand on évoquera, bien sûr, les sujets des transformés de Fourier et voilà, autres. on a fini. On a fini pour la diode, on a compris les principes élémentaires, on a fait quelques mesures, on a validé au laboratoire que ce que nous avions étudié sur papier était juste, donc nous avons confirmé les résultats. La suite, c'est quoi? On va étudier la triode, ses caractéristiques. Vous réaliserez d'ailleurs que les caractéristiques et les constantes, les soi-disant constantes de la triode sont aussi constantes que peut-être constante la résistance dynamique d'une diode. Ensuite, on va réaliser un régulateur de tension à tube. Alors pourquoi réaliser un régulateur de tension à tube? De nos jours, à l'époque où il y a des TL 783C à, je sais pas, 3 ou 4 euros, ça n'a plus beaucoup de sens de réaliser un régulateur à tube. Ça a un intérêt, c'est didactique. Donc on va réaliser ça. On va réaliser ce montage ici, qui est un régulateur à 285 volts avec une régulation série. Pourquoi on va faire ça? Parce que vous aurez acquis les connaissances suffisantes. Là, ici, vous avez compris. Maintenant, on va attaquer le filtrage, vite fait. Ensuite, nous parlerons de la régulation. Et là, en fait, ça ne se voit pas comme ça, mais vous avez tous les étages élémentaires qui sont présents dans un amplificateur audio. C'est paradoxal. Et en plus, l'avantage de ça, c'est comme vous travaillez en continu, on n'est pas encore obligé d'aborder la théorie de la superposition en audio. Donc, quand vous saurez faire ça, on pourra passer allègrement et facilement à la suite du programme qui est l'amplification de tension, où nous étudierons principalement deux étages que sont la cathode commune et le cathode follower. Ensuite, on va réaliser un ampli en classe A. On va réaliser un petit ampli, un truc qui fait 2 watts, 3 watts, avec un ou deux tubes, disons avec une L84 et une 12AX7 ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est pas de se faire un ampli de forte puissance. Cela dit, l'ampli qui est derrière moi là, par exemple ici, c'est typiquement ce genre d'ampli. C'est celui qui me sert pour écouter de la musique quand je suis dans le labo. Donc avec 3 watts, j'ai largement de quoi sonoriser le labo. Mais bon, et ça me sert sur la carte PC. Cela dit, vous allez réaliser cet amplificateur qui est là. Bon, c'est un truc qui fait 3 watts, qui sonorise une chambre ou un truc comme ça. Ça nous permettra d'évoquer un sujet passionnant qui est le transformateur. Alors, le transformateur, et je choquerai peut-être ceux d'entre vous qui ont des connaissances en électronique sur les semi-conducteurs, le transformateur est probablement le composant passif, si tant est qu'on puisse parler de composants, le plus complexe. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne fera pas des équations différentielles sur le transformateur, mais on va surtout étudier le transformateur et comprendre pourquoi le transformateur a une place si importante dans la réalisation des amplificateurs audio. Et je dirais même que le transformateur conditionne 80%, la qualité du transformateur conditionne 80% de l'amplification à tube. D'où les prix d'ailleurs de voleurs souvent qui sont pratiqués par certains équipementiers. Une fois qu'on aura fabriqué cet ampli classe A, on aura commencé à parler de la distorsion, etc. Vous verrez les limites. On passera
à l'inverseur de phase. On étudiera les inverseurs de phase. On va étudier deux inverseurs de phase, en fait, le Schmitt et le cathodine. On va laisser tomber les paraphases et autres joyeusetés, loyers, etc. Sinon, il faut faire 1 an ou 2 ans de vidéo. J'en ferai peut-être par la suite. Et après, nous parlerons de la réduction des distorsions. Alors maintenant, on a fini. Je vais quand même vous filer une info, c'est-à-dire une adresse email, si vous avez des questions. L'adresse suivante, c'est audioatube, tout attaché, @gmail.com. Vous pouvez écrire à audioatube, tout attaché, @gmail.com. Bon, dans le site web que je suis en train d'ouvrir, de préparer, qui est en construction, je vais progressivement mettre en ligne à la fois les vidéos et des documents annexes, etc. Au moins dans le projet initial. Donc, on se revoit dans quelques temps quand même maintenant, on va dire pas avant 4 semaines, parce que je pars en déplacement au Proche-Orient pour quelques jours, pour 3 semaines environ. Au terme, parce que oui, évidemment, ça c'est... J'ai un boulot quand même. Et on se retrouve pour la suite. Salut, à bientôt, merci de m'avoir suivi, et à bientôt sur les ondes.